Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, hier, avec ma douce, nous avons regardé un documentaire de 2 heures sur Molière, fait par Stéphane Bern, le fameux animateur d'émissions historiques en France. Et tu veux nous parler justement du 400e anniversaire de Molière. En passant, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, des historiens même sérieux, qui croient que c'est Corneille qui écrivait ses pièces et non lui. Oui, bon, en ce matière, il y a des gens qui doutent de l'identité de Shakespeare et ainsi de suite. Donc moi, j'accepte globalement l'idée qui me semble admise et tout à fait légitime que Molière a existé, que Shakespeare a existé et que Jésus-Christ a existé. Et en dernière instance, on en pensera ce qu'on veut. Mais on leur accordera le statut ou non de fils de Dieu dans le cas du troisième. Mais cela dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir la signification de la commémoration, parce qu'en France, on le voit, les 400e anniversaire de la naissance de Molière, ce que ça représente, en fait. Ce que représente non seulement son œuvre en particulier, mais ce que représente ce qu'on pourrait appeler les véritables classiques, c'est-à-dire une littérature qui a touché les problèmes éternels de l'âme humaine, les problèmes éternels des sociétés humaines, qui derrière, des sociétés varient à travers le temps, d'une société à l'autre, elles changent, d'une culture à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes configurations sociales, mais il y a certaines réalités qui traversent les époques, les sociétés, les peuples, les civilisations. L'hypocrisie, l'hypocondrie, le discours de ceux qui prétendent tout savoir et qui parlent de tout sans rien savoir, sans rien. Donc il y a une forme de génie, en fait, à la fois de l'âme humaine. Je dirais que les auteurs de l'Antiquité ont su explorer vraiment l'âme humaine dans les grandes passions, les passions qui l'emportent. Et l'originalité, probablement, de Molière, mais c'est le cas de bien d'autres, il y a quand même un pas chez lui. Certains diraient que c'est un moderne avant les modernes. Je dirais qu'il dévoile derrière les apparences sociales, en fait, il dévoile derrière justement les conventions sociales, la vérité des êtres, la vérité, l'artifice des relations sociales, le caractère dédoublé, la comédie, en fait, dans laquelle nous jouons tous d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, ça demeure un auteur éternel, un auteur immortel, à tout le moins impérissable, vers lequel se tourner. Et pour nous, Québécois, qui avons un rapport trouble à la langue française. C'est-à-dire, c'est notre langue, on l'aime, c'est le cœur de notre identité, le cœur de notre vie, pour le dire à la manière de Michel Rivard. Mais au même moment, on a quelquefois cette idée qu'on la parle à notre manière, puis on ne va pas la parler comme des Français de France. Et moi, j'aurais tendance à dire un instant, la langue de Molière, on pourrait dire Corneille, Racine, et ainsi de suite, les grandes figures de la langue française sont aussi les nôtres. C'est notre littérature aussi, c'est notre histoire aussi de mille manières. Et de ce point de vue, on aurait tout avantage à féconder notre langue par la leur, parce que quelquefois, les Québécois n'ont pas toujours la passion de la précision, ils n'ont pas toujours la passion du terme exact, ils n'ont pas toujours la passion, justement, d'une langue soutenue. Ça a ses charmes, hein. Il y a une forme de familiarité dans le français québécois. Je pense qu'un petit détour par Molière, et de ce point de vue, qui faisait partie de notre tradition en 1960, hein, ça, c'est la chose que je reproche à la Révolution tranquille. Moi, j'aime beaucoup la Révolution tranquille, mais ce que je lui reproche, c'est de nous avoir fait rompre exagérément avec tout un patrimoine de civilisation occidentale, et de renouer avec ça. C'est une manière de renouer avec une part enfouie de nous-mêmes. Et Molière, on l'oublie, mais il a mis en danger sa carrière à de nombreuses reprises. Hein. Il avait été pris sous son aile par Louis XIV. Il n'hésitait pas à critiquer Louis XIV devant le roi. Il n'hésitait pas à critiquer le clergé religieux qui était omnipuissant à l'époque. On espérait autant de courage de nos artistes aujourd'hui. Oui, bon, ils n'ont pas la même fonction dans le dispositif public, disons ça comme ça. Le courage est une vertu qui est assez rare d'une époque à l'autre, en soyons honnêtes. Quelles que soient les époques, le courage, c'est l'exception plus que la norme. La norme, c'est le conformisme social. La norme, c'est l'adhésion aux règles telles qu'elles sont. La norme, je dirais même quelquefois, c'est accepter de faire le contraire de ce qu'on croit juste parce qu'on fait ce que la société nous dit de faire, tout simplement. Et les courageux sont assez rares, et de ce point de vue, nos artistes ne se distinguent pas, je dirais, ni en mieux ni en pire. Ils ont un côté quelquefois artiste officiel, hein, mais ça c'est le mauvais côté, je dirais, c'est l'héritage du 20e siècle.
Cela dit, si on revient à cet esprit justement des textes classiques, tu dis le courage, il se moquait effectivement des puissants. Le drame de notre époque, c'est plutôt que de se moquer des puissants, on se moque des faibles. On aime rire du plus faible. Puis quelquefois, ça peut être drôle, ça, en passant. Moi, je suis pas de ceux qui veulent interdire l'humour quand ça se tourne vers plus faible ou que soit vers la marge. Quelquefois, ça peut être très drôle et que c'est pas interdit, mais il faut quand même s'apprêter culot quand même pour être capable de s'en prendre aux plus puissants. C'est plus rare. Et de ce point de vue, eh bien, c'est la vertu corrosive de l'humour qui devient de ce point de vue une vertu politique et sociale. Je veux t'entendre sur les gens là, qui montent des pièces de Molière et sous prétexte de le faire aimer des jeunes, transposent l'univers de Molière, par exemple, dans une ruelle à Hochelaga-Maisonneuve, les habille en punk, fait parler le malade imaginaire sur un cellulaire ou envoyer des tweets sous prétexte d'être moderne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou on devrait présenter Molière tel qu'il était, là? Ben moi j'ai un préjugé négatif, disons ça comme ça, qui me semble fondé. Ça m'exaspère profondément l'idée que pour le rendre moderne, il faudrait le plonger dans les codes de notre époque. On pourrait justement dire que malgré un décor ancien, il parle à notre réalité. On va toujours trouver des hommes de théâtre qui sont capables de recréer de manière géniale une œuvre dans des conditions tout à fait nouvelles, qui vont finalement, comme tu dis, le mettre dans une ruelle avec un téléphone. Là. Je suis persuadé qu'il y en a un génie sur 1000 qui est capable de faire ça. Pour le reste, normalement, c'est simplement céder à une nouvelle mode, et pour actualiser Molière, on va finir par le réécrire en écriture inclusive. Et ça me semble pas une bonne nouvelle. Mais donc non, j'ai un préjugé négatif envers cette espèce d'innovation. Une fois que c'est dit, il se peut arriver qu'on tombe sur un créateur génial qui réinvente le tout, mais globalement, je préfère quand même le respect des formes anciennes, qui ne sont pas un obstacle, soit dit en passant, pour comprendre ce qu'on appellera la modernité du propos, ou plutôt l'intemporalité du propos. Mathieu, dans les années 60, ici au Québec, je me souviens de Jean-Louis Roux, là, qui était sur scène et qui parlait comme ça, et puis avec le français de France et tout. Est arrivé Michel Tremblay avec les Belles-Sœurs. Là, c'était les pièces en joual. Certains disent que ça a appauvri notre langue. D'autres disent que c'était un passage obligé. C'est un geste d'affirmation. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est un geste d'affirmation, mais le propre d'une transgression, c'est de féconder la norme de quelque chose d'autre, et ensuite on revient à la norme. On parle un peu ces jours-ci de la mort de Jean-Claude Laure, qui était un cinéaste, réalisateur, en fait, que j'aimais beaucoup. Il avait fait les premiers lancers-comptes, et on le sait que dans les premiers lancers-comptes, il y avait justement, c'était la pénétration de la langue ordinaire à la télévision québécoise, puis il y a quelque chose là-dedans qui était libérateur, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut quand même se retrouver un peu minimalement. Mais une fois que c'est dit, ça ne peut pas être la norme, c'est-à-dire le français qu'on doit enseigner, le français qu'on doit parler, doit être un français, me semble-t-il, plus construit, plus soutenu. Les Québécois, on a la malheureuse habitude de dévorer quelquefois nos mots. Hein. Je le vois par effet de contraste, puis ça m'affecte comme ça affecte tout le monde. On a tendance à dévorer nos propres mots. Bon. Mais une fois que c'est dit, le passage par les œuvres classiques, c'est justement une école de supériorité dans le bon sens du terme. Ça nous tire vers le haut, quelle que soit notre naissance, quel que soit notre milieu d'origine, ça nous tire vers le haut. Et ça, c'est quand même formidable. Mais donc, j'aime beaucoup Tremblay. Hein. C'est simplement que pour moi, c'est pas la seule expression légitime de la culture québécoise. Et il y a une expression plus classique qui me semble tout à fait réconciliable avec ce que nous sommes. Et tu sais, ce côté condescendant, là, on parle aux gens ordinaires, donc on va parler en joual pour se faire comprendre. Monsieur et Madame tout le monde éprouvent un plaisir immense lorsqu'ils écoutent, par exemple, Fabrice Lucchini parler. Ils sont capables de le prendre. Mais Claude Jasmin l'avait raconté, ça, je l'ai pas lu directement, mais l'anecdote m'était racontée. Il s'était mis à écrire en joual un moment donné, puis dans sa famille, on dit, mais pourquoi tu te mets à parler comme ça? Puis il disait, je veux faire peuple, en gros. Et puis là, on lui avait répondu, en gros, mais tu penses qu'on t'a envoyé à l'école pourquoi? Lui croyait renouer avec son milieu, mais en fait son milieu sentait qu'on le méprisait s'il ne faisait justement pas usage du capital culturel qu'on lui avait transmis par l'éducation. Et tu sais, à l'époque des Beaux Dimanches à Radio-Canada, les gens s'habillaient propre pour regarder les Beaux Dimanches. On leur présentait du théâtre classique et tout ça, de la musique classique. Et monsieur et madame tout le monde, même d'un milieu populaire, pouvaient suivre. Bien sûr, mais les formes, que ce soit l'élégance vestimentaire, que ce soit le souci de la langue, que ce soit simplement le souci de la politesse,
des conventions légitimes, des convenances, parce qu'elles existent, le commun des mortels apprécie ça. Il faut pas avoir une vision dégradée du commun des mortels, comme si fondamentalement pour faire peuple, fallait faire je dirais vulgaire et tout ça. Non, il y a une dignité des gens ordinaires qui existent, et cette idée que pour être authentique, il faudrait être déglingué, je n'ai jamais acheté ce discours. Ben écoute, tu en es la preuve, là. Je veux dire, il y a des gens de quartier populaire qui t'écoutent, qui t'adorent, qui te suivent et tout ça, et on peut pas dire que tu baisses ton niveau de langage pour te faire comprendre d'eux, absolument pas. Moi, j'ai toujours l'impression que, franchement, quand on nous dit qu'on se donne... En fait, quand les gens se donnent un accent, c'est-à-dire ça, on en a déjà vu, là. Les gens qui passent 3 semaines à Paris, ils reviennent, puis à jamais ils vont parler avec un accent parisien. ça m'énerve comme tout le monde. Franchement, je veux dire, calmez-vous, les gars. De l'autre côté, je veux dire, me semble-t-il que le propre d'une éducation de qualité, c'est de permettre à chacun de s'exprimer avec le souci du mot juste. Hein. C'est pas original, le souci du mot juste. Et ça permet aussi au contact d'œuvres qui sont immenses. Ça permet d'enrichir notre esprit, de nous enrichir intellectuellement, d'avoir une compréhension plus fine de la nature humaine. Bon, ça fait pas nécessairement de nous des meilleurs êtres humains. Hein. Il y a de parfaites ordures cultivées. Mais en dernière instance, ça permet quand même d'élargir la palette de l'expérience humaine. Et de ce point de vue, eh bien, je pense que ce n'est pas mépriser le commun des mortels que de supposer qu'il est capable, justement, d'aimer les belles formes, appelons ça comme ça. Et puis franchement, le commun des mortels, le peuple, appelons ça comme ça, il a un désir d'excellence, lui aussi. Pourquoi faudrait-il toujours le caricaturer? Tremblay, on le redit, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que au-delà du côté populaire, c'est que ça nous ressemblait comme peuple. Je dirais, à un moment donné, 2 siècles et demi de domination anglaise, à ce moment-là, 2 siècles, un peuple qui avait été dominé, humilié, dont la langue avait été broyée, il fallait représenter ce que nous étions. Mais ce que nous étions, c'était aussi une aliénation. C'est ça qu'on oublie toujours. C'est que Tremblay, c'était nous, mais c'était un nous aliéné et humilié. Bon, je suppose qu'un peuple plus affirmé, plus sûr de lui, plus construit intellectuellement, plus construit culturellement, ça donne plus Tremblay. Et c'est pas de dire du mal de Tremblay que de constater qu'il a saisi dans l'âme de notre peuple à un certain moment, mais ça ne saurait être le point d'aboutissement. Merci beaucoup, Mathieu qui parle la langue de Molière, qui parle la langue de Michel Tremblay, la langue de Stromae et oui, la langue aussi qui était celle de Karim Ouellet. Ouais, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Salut. Bye bye. Bye.